Et qu'a obtenu très concrètement Zelensky à l'issue de cette visite? Il a vu l'un de ses vœux exaucés par Washington, puisque le président américain a confirmé fournir à l'Ukraine pour la première fois un Patriot, le système de défense antiaérienne le plus avancé, un système qui fait partie d'une nouvelle tranche d'aide militaire américaine évaluée à environ 1,85 milliard de dollars. De l'autre côté, Vladimir Poutine a déjà dit qu'il allait promettre un antidote pour contrer ce Patriot. Écoutez. Concernant le missile Patriot, c'est un système assez vieux. Il ne fonctionne pas comme notre S-300. Mais nos opposants partent du principe que c'est une arme défensive. Très bien, on va garder ça à l'esprit. Et il existe toujours un antidote. Xavier Titelman, Poutine dit votre patriote, c'est un vieux clou, on a une antidote. C'est un vrai succès pour Zelensky. Il y a le Mamba franco-italien qu'on va également livrer à l'Ukraine. Je ne sais pas pourquoi on s'excite plus sur le Patriote que sur le Mamba qui va bientôt arriver. Parce qu'il y a 2 mois, c'était inenvisageable, c'était un tabou. Mais il y en a 2 des systèmes. Il y a le système franco-italien qui va être livré et il y a le Patriote qui va être livré. Ces 2 systèmes qui sont exceptionnels, notamment pour arrêter une classe de missiles qui est difficile à intercepter, c'est ce qu'on appelle les missiles balistiques. Il faut plusieurs couches pour une protection aérienne. Il y a contre les pseudo-drones, missiles low-cost iraniens. Là, il faut plein de petits systèmes qui sont au ras du sol. Il en faut un tous les 5 km quasiment. Ensuite, on a des systèmes qui vont un petit peu plus haut, par exemple contre les missiles de croisière, les KH-101. Et quand on a des missiles balistiques qui arrivent en sortant de l'atmosphère et qui arrivent à Mach 4, 4000 km/h, là, il faut du Patriot ou du Mamba. Et là, effectivement, contre ces systèmes... Donc, il faut une boîte à outils différente. Exactement. On dit qu'un missile Patriot, ça vaut 3 millions de dollars et qu'un drone iranien, ça vaut 20 000 dollars. Donc, il ne s'agit pas d'en faire partir un pour détruire l'autre. Exactement. Parce que ça n'aurait pas Ils vont pas l'utiliser pour pas ça. de sens. Est-ce qu'on se rapproche, général ou pas, vers une espèce de dôme à l'israélienne, c'est-à-dire un truc imparable où les Russes diraient non, ça ne sert plus à rien de lancer des missiles parce qu'ils vont tous les arrêter? Imparable, ça n'existe pas, déjà. Ouais. Aucune arme n'est efficace à 100%, ça n'existe absolument pas. Ensuite, un dôme comme en Israël, qui est un petit pays où on arrive effectivement à faire un dôme de fer relativement hermétique et étanche, et encore, de temps en temps, il y en a quelques-uns qui passent, parce que dès qu'on pratique la saturation, si on arrive à pratiquer de la saturation, forcément, il y a des missiles qui passent. Les Ukrainiens disent déjà, on en arrête 80%. Hein. Oui, non, absolument. Ouais. En revanche, ce qui est possible, c'est localement de faire un dôme à peu près cohérent, et ça, c'est vraisemblablement au-dessus des cités, au-dessus des sites stratégiques, au-dessus des dépôts de munitions, des centres de commandement, tous les endroits importants. Et là, effectivement, aujourd'hui, il y a une panoplie à peu près complète, c'est-à-dire il y a du solaire courte portée, moyenne portée, longue portée. Il va falloir que tout l'orchestre joue ensemble. Tout l'orchestre joue ensemble, et avec quand même des matériels très disparates, issus, je dirais, de fournisseurs différents, avec une logistique différente. Donc c'est quand même assez compliqué. Mais là, il commence à avoir quelque chose de cohérent. Et c'est là, je pense que ça inquiète Vladimir Poutine, parce que c'est le symbole qu'il va perdre la bataille de l'électricité. Là, on peut dire qu'avec l'arrivée de Patriote qui complète le système... Pourquoi de l'électricité? Parce qu'il ne pourra plus toucher les Voilà, c'est ce que j'appelle la bataille de l'électricité. C'est la bataille pour éteindre la lumière, pour taper sur les centrales électriques. Oui. Et aujourd'hui, on en intercepte plus de 80%, on peut dire. Hein, c'est à peu près ça. Si vous rajoutez les solutions alternatives, les générateurs qu'on envoie, etc., les gens qui bricolent dans leur coin pour faire autrement, Et puis les Ukrainiens qui réparent. Et plus les réparations importantes, on peut dire que Vladimir Poutine n'arrivera pas à éteindre l'électricité en Ukraine. Donc cette bataille, il est en train de gaspiller ses missiles, il n'en a pas beaucoup, il est en train de les gaspiller, et il n'arrivera pas à ses fins, c'est-à-dire de mettre l'Ukraine dans le noir en plein hiver. Pourquoi un seul patriote, d'ailleurs, Xavier Titelman, parce que ça paraît assez dérisoire? Une batterie. Ouais. C'est une batterie, donc ça a quand même une couverture. C'est 8 patriotes qui dizaines de 16 missiles. Mais ça va être pour couvrir certainement Kiev, pour empêcher que Kiev soit encore attaqué. Mais effectivement, il faudrait au moins une batterie sur plusieurs grandes villes, peut-être la zone de Zaporizhzhia, peut-être certaines autres zones. Mais oui, et quand Poutine dit « mais moi j'ai les S-300 en face, qui sont vachement plus modernes ». Même le S-400, on a vu ce qu'il valait. La défense aérienne russe est une passoire, c'est dramatique, parce que réellement tout le monde croyait qu'elle était très très bonne, elle avait une très très bonne réputation. Là, on a vu qu'elle est nulle, dans tous les domaines, que ce soit contre les missiles balistiques, contre les drones à 10 000 $, contre des hélicoptères ukrainiens qui peuvent se permettre d'aller taper dans le sud, à Belgorod. Donc, on sait qu'elle ne marche pas, leur défense aérienne. Donc là, aujourd'hui, il fait semblant, mais nous, on a le S-300. Mais de toute façon, on ne compte pas leur tirer dessus. Les Ukrainiens ne comptent pas tirer sur les Russes. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais.
La vraie problématique, c'est effectivement que les Russes possèdent des missiles hypersoniques contre lesquels les patriotes ne se sont pas utiles. Ils en ont pas beaucoup, mais ils en ont. Ils en ont pas beaucoup, ils en ont tiré 3. Il y en a 2 qui ont touché au but, mais pour des cibles complètement secondaires, un dépôt de carburant, un dépôt de munitions. Le 3e est tombé en Russie, a explosé en Russie et a fait des morts en Russie. Donc en plus, c'est pas totalement super fiable. Ça vaut combien ? Ça vaut des millions et des millions. C'est une fortune. C'est une fortune. C'est pas. On ne peut pas l'utiliser sur une cible tactique de terrain, par exemple. C'est 113 millions de roubles, je pense. C'est vraiment des vecteurs stratégiques. 113 millions de roubles. De roubles, mais c'est beaucoup. Ce sont des vecteurs stratégiques. C'est pas du tout utilisé comme donc des vecteurs pour taper sur le terrain. En fait, à un terrain d'une guerre à haute intensité. Voilà, mais surtout sur des cibles à longue distance, par exemple, je sais pas, un PC central en Europe, etc. Ou bien, vous voyez, une base où il y aurait des vecteurs très très importants. Mais vu le prix, je veux dire, tout ce qui est rare doit être utilisé avec parcimonie. Il n'a certainement pas 350 missiles de type hypersonique à larguer sur les forces ukrainiennes de terrain. Ça, Alors, il y a aussi peut-être aussi une autre solution pour Poutine. Qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que la tristement célèbre unité Wagner, ces mercenaires à côté de l'armée, et qui sont notamment dans le front de l'Est vers Bakhmout, aurait recours à quoi ? À la technologie nord-coréenne. Bon, écoutez John Kirby, qui est le porte-parole du Conseil de sécurité américain. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que la Corée du Nord a effectué une première livraison d'armes à Wagner, qui a payé cet équipement. Le mois dernier, la Corée du Nord a livré en Russie des roquettes d'infanterie et des missiles destinés à être utilisés par Wagner. Nous avons évalué que la quantité de matériel livré à Wagner ne changera pas la dynamique du champ de bataille en Ukraine. Mais nous sommes certainement préoccupés par le fait que la Corée du Nord prévoit de livrer davantage de matériel militaire. Les responsables nord-coréens ont déclaré publiquement qu'ils ne soutiendraient pas la guerre de la Russie en Ukraine, et pourtant, ils livrent des armes à Wagner en violation directe d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous allons donc soulever ces violations auprès du Conseil de sécurité, aux côtés de nos alliés et de nos partenaires. Et bien sûr, nous condamnons les actions de la Corée du Nord et nous demandons instantanément à la Corée du Nord de cesser immédiatement ses livraisons à Wagner. Qu'est-ce que peut livrer Pyongyang à la Russie, on se demande? Dans la presse russe d'opposition, il y a longtemps, on publiait des étranges échelons de marchandises très très bizarres qui allaient vers la Corée du Nord. Et dans ces échelons, il y avait beaucoup de pur sang que la Russie offrait à la Corée du Nord. Et donc, une sorte de troc, alors? Les commentaires, c'était qu'il y aurait un troc pour un échange d'armement. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la Corée du Nord, mais on sait qu'ils utilisent des munitions de 152 mm pour leur artillerie, dont ils ont un grand besoin, qui est à peu près semblable à l'artillerie de type soviétique. Alors déjà, je pense que la Corée du Nord peut approvisionner la Russie en munitions d'artillerie de terrain, d'artillerie de campagne dont on sait qu'ils ont pu tirer au moment de Mariupol ou au plus fort jusqu'à 50 000 obus par jour. C'est absolument considérable. Et puis peut-être des missiles, alors moi je ne sais pas si vous avez plus d'informations. Non, mais un petit peu comme l'Iran, ils ont des missiles de basse altitude, en fait c'est des missiles low cost qu'on appelle ces fameuses munitions rôdeuses. Donc la Corée du Nord développe des missiles balistiques justement contre lesquels le Patriot pourrait être utile, mais on sait a priori qu'ils ne les fournissent pas, que ce serait plutôt du matériel low cost, mais en grande quantité. Et encore une fois, c'est ça qui permet de faire des salves dans lesquelles ils envoient des dizaines et des dizaines d'équipements pas très efficaces, pas très bons, mais il y en a certains qui touchent au but. Le fait que la Russie, soi-disant deuxième armée du monde, doive reposer sur les technologies de l'Iran, de la Corée du Nord, de l'Érythrée d'ailleurs, un autre allié qui a proposé de fournir du matériel, mais c'est désespérant. Il n'y a rien qu'on puisse attendre de la Corée du Nord. Il n'y a rien en Corée du Nord qui soit capable de battre un matériel au standard OTAN. Lydie, il y a quand même un certain nombre d'armes, donc pour l'instant, Zelensky n'a pas. Oui, c'est ce que vous disiez, Ludmila Totsieva, alors que la ligne américaine, elle a bougé depuis le début de la guerre. Le système, par exemple, Patriot, n'était pas sur la table au début. Eh bien, pour d'autres, ça n'a pas bougé. Par exemple, les missiles longue portée Atacams, eh bien, Joe Biden avertit, selon lui, l'envoi de telles armes pourrait rompre l'unité de l'OTAN en faveur de l'Ukraine. Il dit même qu'il ne cherche pas à entrer en guerre avec la Russie à propos de l'Alliance. Il ne cherche pas une troisième guerre mondiale. Ce sont donc les mots de Joe Biden. Et quant à l'envoi de drones, eh bien, l'administration américaine craint que s'ils arrivent aux mains des Russes, parce que, par exemple, abattus en territoire russe, eh bien, Moscou
Moscou pourrait récupérer et exploiter leur technologie. Pour ce qui est des avions de combat F-16, par exemple, eh bien, les responsables du Pentagone estiment que pour le moment, l'Ukraine, et c'est ce que vous disiez, possède suffisamment de chars et d'avions de chasse d'autres pays. Et de toute façon, Xavier Titelman, les pilotes ukrainiens, ils ne savent pas piloter un F-16. Non, si je ne me trompe. Mais secrètement, il y aurait des pilotes ukrainiens qui sont en formation sur F-16. Il y en aurait d'autres qui sont en formation a priori sur les drones qu'ils refusent de donner. On parlait tout à l'heure du temps de formation sur les Patriotes. On sait en réalité qu'il y a des Ukrainiens qui sont déjà en formation depuis plusieurs mois, a priori en Pologne. Donc entre ce qu'on annonce, non, on n'est pas prêt à donner, mais il y a peut-être des gars qui sont déjà en formation. Je peux vous dire quelque chose que j'ai appris aujourd'hui en France. On a des Ukrainiens qui sont en train d'être préparés pour être JTAC, c'est-à-dire coordinateur des attaques au sol guidées laser. Donc ça, c'est des choses qui sont d'un autre niveau que ce qu'on a déjà donné aujourd'hui. Mais la France forme des Ukrainiens à des missions pour lesquels ils n'ont pas encore le matériel. Donc ça va venir. Xavier Titelman, vous parlez de former secrètement justement des Ukrainiens. Est-ce que le but c'est de surprendre l'armée russe? Non, c'est aussi de pouvoir s'adapter. Si jamais les Russes font quelque chose d'inacceptable, si jamais ils utilisent des armes non conventionnelles par exemple, on aurait la possibilité de monter très vite en puissance et offrir de nouveaux matériels. Mais en dehors du Patriot ou des autres équipements... Parce que image de soldats ukrainiens entraînés au Royaume-Uni. Il y a plus de 200 000 munitions qui ont été récupérées à côté de ce Patriot. Il y a énormément de blindés également qui vont être fournis. Mais surtout, ce qui va pouvoir changer d'un point de vue stratégique sur le terrain, c'est la fourniture de bombes JDAM. C'est des bombes qui peuvent avoir jusqu'à 1 tonne, qui ont une portée de 25 km. Et là, c'est-à-dire que c'est à peu près la même portée que l'artillerie. Sauf qu'un obus, c'est quelques kilos d'explosifs. Là, on parle d'avoir 500 kilos d'explosifs. Pour préparer une offensive, pour détruire des bunkers, pour préparer des lignes, là, c'est génial. Et donc, à mon avis, c'est aussi un élément qui va permettre de relancer les offensives une fois que le sol sera gelé. Alors, le vrai problème actuellement, c'est que, comme vous le disiez, on ne livre toujours pas de chars. Alors, on dit les Allemands ne livrent pas de chars, mais personne ne livre du char. Le Français ne livre pas du char. On a des Leclerc à la frontière roumaine. Oui, alors on a des frontières, oui, mais qui font partie d'un dispositif d'alerte OTAN, etc. Donc ça, c'est absolument normé. Il y a des unités d'alerte tous les 6 mois à l'OTAN, et donc ces unités partent et renforcent le flanc est de l'OTAN. Mais pour faire mener une offensive, il faudra des chars. Il faudra chars. Alors, ils en ont, puisque un tiers à peu près des chars qui ont été, que Moscou n'a pu, 2 tiers ont été détruits, et un tiers, grosso modo, a été récupéré. Et donc, ils ont peut-être 500-600 chars qu'ils ont récupérés actuellement sur les Russes. Mais il leur en faudra plus, parce que pour mener une offensive, il faut appliquer localement une supériorité numérique et en matière blindée tout à fait considérable. Donc, ils ont besoin de chars. Et donc, il n'y a pas de solution, à mon avis, militaire aussi longtemps que cette supériorité sur le terrain n'est pas appliquée en matière de corps blindés mécanisés. Parce que regardez ces images qui nous sont aussi parvenues, on voit quoi? On voit les chars dernier cri russes T-90 qui viennent de Biélorussie, là. Hein, ça vient de Biélorussie, du Nord. Ça, c'est plutôt inquiétant, non? Mais il y en a eu cet été. Ils en ont perdu 1600. Hein. Donc, mais 200 chars, c'est beaucoup, mais en même temps... Je veux dire, répartis sur la totalité du front, tout dépend comment ils vont les employer. S'ils les emploient dans une guerre de position, ils vont les perdre un par un. Un char, c'est fait pour être mobile, c'est fait pour attaquer. Si vous le laissez sur la ligne de front comme ça, vous avez vu un petit peu, il y a des tas de vidéos où on voit avec un drone à 5 000 €, une bombinette en dessous, pof, il n'y a plus de T-90. Donc ces chars-là, on verra comment ils sont utilisés. C'est pas négligeable, mais c'est pas 200 chars qui vont... Ils en avaient 1200 ou 1400 quand ils sont entrés le 24 février, me semble-t-il. Ils ont perdu 1100 chars, là on leur en donne 200. Moi je pense qu'aujourd'hui, l'armée russe, elle doit avoir moins de 1000 chars sur le terrain, de toute manière, dans tous les cas de figure. Je pense que voilà. Quand tu as une attaque de la Biélorussie, je pense qu'il faut oublier... Donc la Biélorussie n'est qu'un lieu de passage. Voilà. Et puis n'oubliez pas la frontière, il y a les marais de Pripet. Même les Allemands n'ont pas engagé de chars pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le marais de Pripet, il y avait une division de cavalerie à cheval en 1941. C'est absolument infranchissable pour un corps blindé mécanisé. Allez, on avance, on va sur le front, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris de la part de Valéry Gerasimov, c'est le chef d'état-major russe, que, selon lui, le front tenait par les Russes sur 815 km de long. Écoutez-le. À l'heure actuelle, la ligne de contact s'étend sur 815 km. En prenant en compte les mesures en cours pour augmenter les capacités de combat de nos troupes, la situation sur la ligne de front s'est stabilisée et nos principaux efforts se concentrent sur l'achèvement de la libération du territoire de la République populaire de Donetsk.
Xavier Titelman, 815 km de front, on tient, bon. Ils tiennent grâce à la météo. Si c'était gelé ou s'il avait continué à faire beau, on serait toujours sur des offensives comme les Ukrainiens ont pu le faire, qu'ils ont repris 20 000 km² en 3 mois. Là, aujourd'hui, il y a de la boue qui fait que les Ukrainiens ne peuvent plus lancer de grandes offensives mécanisées. Donc, ça se bat pied à pied, ça se bat avec de l'infanterie. Là, on voit à quel point ça avance pas. Mais on est sur une situation où, par exemple, à Bakhmout, où notamment Wagner, se bat, envoie des troupes, a perdu des centaines et des centaines d'hommes par jour depuis maintenant 2 mois. Les Ukrainiens, qui avaient mis en réserve... Là, les deux camps sont embourbés comme ça. Ah oui, très clairement. Quand on n'est pas sur les routes principales, on ne peut pas se déplacer convenablement. C'est peut-être un peu... Ça dépend des coins. Ils sont toujours entre 0 et 1 degré. Je regarde ça tous les jours, quasiment, la météo. Mais à Bakhmout... Ils préféreraient avoir de la glace parce que c'est dur. C'est pas bon pour les civils, mais c'est très bon pour les militaires quand il y a de la glace. Sur Bakhmout, les Ukrainiens ont repris en 2 jours 1 mois et demi d'avancée de Wagner, qui leur a coûté des milliers et des milliers d'hommes. Donc réellement, quand les Ukrainiens se donnent les moyens de continuer à avancer, et a priori les unités de choc qui avaient été mises en réserve après ces grandes offensives, elles sont de nouveau disponibles pour faire des grandes attaques. Donc peut-être dans le sud, peut-être du côté de Bakhmout, mais en tout cas, le front, il ne tient pas parce que les Russes sont devenus tout d'un coup capables de tenir, et ils tiennent parce que la météo ne le permet pas. Le problème, c'est que plus cette pause météo est longue, encore une autre image incroyable, plus cette pause météo est longue, plus les Russes peuvent se permettre de construire des fortifications qui vont être difficiles à faire sauter derrière. Mais le général le dira mieux que moi, l'avantage des Russes, c'est qu'ils ont plein de monde et qu'ils n'ont pas de problème à les perdre. Eux, c'est de la chair à canon. Mais les chars, là, ils avancent pas. Là, là ils avancent. Là, il n'est pas. Regardez celui-là, il avance doucement. Mais, oui, mais derrière, il y a la logistique qui va suivre. Mais il avance. Mais de toute manière, un char, sa protection, c'est la vitesse. Donc, si vous avancez à cette vitesse-là, vous allez vous faire tirer tôt ou tard. Oui. Un char, il faut qu'il aille à 60 à l'heure sur un terrain où il puisse vraiment donner la pleine puissance de son moteur. Là, effectivement, il n'est pas embourbé au sens littéral du terme. Mais sur le plan militaire, quand vous l'avez dans votre lunette en face, vous le suivez très facilement et vous pouvez le tirer très facilement. Alors, effectivement, moi, ce que je crains là-dedans, c'est la masse. La masse, effectivement, même lorsque la météo sera plus favorable, les Russes amassent des troupes mal entraînées, mal formées, mal encadrées, avec du matériel que l'on connaît qui n'est pas performant. De la chair à canon, avec les cadavres qu'on laisse sur place. Mais la masse, 100 000 pertes en 9 mois, ils mobilisent 1 300 000 hommes. Vous voyez le temps qu'il faut pour j'allais dire... neutraliser 1 300 000 hommes. Donc cette masse, elle va s'installer, elle est installée pour durer, et je pense que Vladimir Poutine veut que cette guerre, maintenant, soit une guerre longue. Et la longueur du front, 815 km, ça c'est avec les Russes. Mais quand vous rajoutez les Ukrainiens, ils ont toute la frontière avec la Biélorussie qu'ils ne peuvent pas dégarnir. Ils ont des troupes, des milliers d'hommes qui sont fixés. Ça fait encore peut-être 800 km de plus sur toute la frontière biélorusse, où, bien sûr, nous on dit qu'ils ne vont pas attaquer, mais ils ne peuvent pas se permettre de ne pas laisser des troupes au nord. Donc en fait, le problème des Ukrainiens, ça fixe des troupes, et puis ça empêche, comme on dit toujours, d'amasser cette masse critique qui à un moment pourra percer. Parce que là, le front fait que les forces ukrainiennes, de facto, sont très dispersées sur tout l'ensemble de leurs frontières. Et donc ça, c'est très compliqué. Ça peut durer longtemps. Et ça peut durer longtemps. Et moi, je pense que ça va durer longtemps. C'est ça, le vrai risque, c'est que ça va durer longtemps. Voilà. Et que la Russie a encore une masse, vous voyez, non négligeable. Ils sont encore capables d'apporter 200 T-90. Donc, ils sont capables de réapprovisionner le front, mal, mais qui... Là, c'est comme... Cette espèce de rouleau compresseur. Rouleau compresseur, et puis une grosse masse qui va s'asseoir sur ses gains et qui va essayer de ne plus en bouger. Quand on parle de rouleau compresseur russe, est-ce que ces chars vont leur donner une supériorité stratégique? Je ne suis pas spécialiste militaire. Mais ça va faire durer la guerre. Non, mais on est d'accord. Mais lorsque vous dites Vladimir Poutine peut et veut, est-ce que vous croyez encore que dans l'entourage de Vladimir Poutine, tout le monde est d'accord? Quand on voit qu'il commence à être fragile, qu'il commence à faire des déplacements dans des centres commerciaux où ils sortent complètement hors sol, on a l'impression qu'il y a quand même des débats dans l'entourage de Vladimir Poutine. Mais c'est possible. Encore une fois, j'ai lu une analyse très intéressante cette semaine qui dit qu'on serait en train de chercher dans l'entourage de Vladimir Poutine une porte de sortie parce que, évidemment, on s'aperçoit qu'il va être embourbé, que cette guerre va durer longtemps. Elle peut durer 5-6 ans encore si on en reste là. Ce qui veut dire que
Il y a des difficultés pour la Russie sur le plan politique, pour Vladimir Poutine, avec cette droite nationaliste dont on a parlé, mais aussi à un moment donné, il va bien falloir que les États-Unis prennent des décisions radicales pour permettre que ce conflit termine rapidement. C'est quoi radical? Radical, ce serait livrer des missiles à longue portée qui permettraient d'éliminer tous les Russes de l'autre côté de la ligne de front, à supposer qu'ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. Un jour, il faudra bien une décision politique majeure, sans quoi nous sommes partis pour 10 ans de conflit. À chaque fois que je pose la question à un responsable militaire occidental, si jamais vous donnez les moyens les plus high-tech et que les Occidentaux y vont, ils battent les Russes en combien de temps? On me répond entre une demi-journée et 2 jours. Non, c'est exagéré, mais... Non. On reprend pas le terrain. La guerre, d'abord, la guerre, c'est long. Ensuite, quand on va donner le matériel, il va falloir former les gens dessus. Non, mais si les Occidentaux, ils vont eux-mêmes. Ah, si on y va nous-mêmes, là c'est différent. Mais très franchement, on est dans la science-fiction. Ouais. Là, on est dans la science-fiction, mais de toute manière, c'est jamais 2 jours. Vous savez, la campagne de 10 jours qui devait, rappelez-vous, l'Allemagne qui a fait des blitzkrieg, elle a mis la France par terre en 5 semaines. De toute manière, il faudra quand même expulser cette masse considérable sur le terrain. Ça sera très dévoreur d'hommes, y compris pour les Occidentaux. Il faut avoir des stocks, il faut avoir une logistique associée. On sait qu'on manque d'économie de guerre, on sait qu'on manque de stocks. De toute manière, ça reste clairement de la science-fiction. Vous avez Titelman. Non, mais oui, très clairement, il y a une telle supériorité. Si on envoyait, même si on fournissait des centaines de chars, des hélicoptères, des drones, des missiles longue portée, tout ce que l'Ukraine demande depuis le début, l'Ukraine aurait déjà gagné cette guerre. Si on lui donnait aujourd'hui, il lui faudrait peut-être 2, 3, 4 mois. Ah, si on l'avait fait au début, elle aurait gagné la guerre. C'est ça qu'on réclame, c'est pas pour rien qu'on réclame tout cette heure. Elle va gagner la guerre. Simplement, elle va gagner la guerre avec beaucoup plus de souffrance que si on lui avait fourni tout le matériel depuis le début. La Russie fait durer la guerre en prenant des chars en Biélorussie, etc. Mais in fine, il n'y a rien qui puisse compenser la supériorité ukrainienne qui est déjà acquise depuis l'été, qui fait que les Ukrainiens avancent, et qui est confirmée au moins jusqu'à l'été prochain par les fournitures de matériel, 40 milliards qui vont encore arriver des États-Unis. Mais on voyait justement les États-Unis qui envoyaient des armes qu'ils n'envoyaient pas au début de la guerre. Est-ce que c'est possible qu'au bout d'un moment, ils envoient des chars, des missiles longue portée? Est-ce que c'est envisageable d'ici quelques semaines? Ils en discutent aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'ils n'en discutent pas? Vous croyez que Zelensky s'est pointé à Washington sans parler des chars et des avions? Forcément, il est allé... Alors, ils n'en parlent pas parce que comme ça n'est pas décidé... Il le dit, je vais faire d'autres annonces plus tard. Oui, mais bien sûr. Ils n'ont parlé que des choses qui étaient actées. Mais forcément, ils en parlent. Même si aujourd'hui était décidé, je dirais, l'armement massif de l'Ukraine avec toutes les armes dont elle veut et dont elle a besoin, il faudra des mois avant que ces armes arrivent, que les gens soient formés dessus. Déjà, par exemple, un Patriote, c'est 3 mois. Vous voyez, donc, si vous formez des gens sur même des Abrams, sur du Charles Leclerc, c'est une vraie formation, parce qu'il faut former les pilotes, il faut former les tireurs, il faut former les maintenanciers, il faut établir les chaînes logistiques. Il faut que ça arrive d'un peu de partout, parce que ce sont des chaînes logistiques uniques. Leclerc, je ne sais pas quoi, Patriote, et j'en passe, Mamba, vous voyez, donc, et puis après il y a les mardeurs allemands, et puis après il y a les VAP français. C'est la tour de Babel, là. C'est absolument la tour de Babel. Des pièces détachées. Il faut le carburant pour pouvoir lancer l'offensive, vous voyez, donc il faut les PC d'état-major numérisés pour que tout ça puisse agir de manière cohérente. C'est des mois et des mois. Je rappelle quand même que pour le 6 juin 1944, on s'y est pas mis en mai pour préparer cette affaire-là. Ouais. C'est une affaire qui a duré 3 ans. Donc je pense que si aujourd'hui l'Ukraine, on lui promettait tout l'armement dont elle a besoin, il faudra vraisemblablement peut-être 1 an, 18 mois avant de pouvoir lancer l'offensive majeure. Que Poutine sait que déjà, il ne peut pas gagner la guerre. Ah oui. Je ne dis pas qu'il va perdre, je veux dire qu'il ne peut pas. Vas-y, non, je pense que peut-être pas. Enfin, dans son imaginaire à lui, il peut toujours gagner la guerre. Hein, vous regardez, mais après, je pense que dans son entourage, je suis tout à fait d'accord que les militaires, dès le début, il y avait des gens qui étaient opposés à cette guerre parce qu'ils savaient qu'ils vont la perdre. On leur avait dit, on va prendre l'Ukraine en 1 semaine. Oui. Le président dehors, on va mettre un gars à nous, et puis alors quelqu'un, voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, d'où l'importance et d'où la nécessité de laquelle l'Ukraine parle à chaque fois, l'armement, parce que nous, on sait que la guerre va durer, mais ce que nous, c'est nous qui payons le prix. On veut que cette guerre, elle dure le moins longtemps que possible. C'est pour ça qu'on insiste sur les armements, parce que ce qui était dit, c'est tout à fait vrai. Si on était livré tout cet armement-là, dont on a demandé déjà longtemps, on aurait pu déjà gagner la guerre. Mais le fait que l'Occident tarde, ils sont
tellement fixés sur cette ligne rouge qui sont dans leur tête, parce que les lignes rouges, ça n'existe pas. Regardez comment il a réagi, Poutine, sur les patriotes. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, nous, on a quelque chose de meilleur. Il peut toujours raconter ces histoires. Il a toujours averti sur, est-ce que si vous frappez Crimée, si vous frappez par là, vous allez voir ce que vous allez voir. Rien s'est passé. Et attention, et de toute manière, c'est nous qui... Oui. Ah oui, ça c'est toujours ça, c'est récurrent depuis déjà quelques décennies. Tous les 15 jours. Hier, hein. Alors, moi, juste un petit point, c'est effectivement, Poutine a conscience qu'il va perdre la guerre, notamment parce que les États-Unis vont continuer à soutenir. Et il faut comprendre que les États-Unis sont en train de se payer l'armée russe pour pas cher. Ça leur coûte même pas 5% de leur budget de la défense, donc c'est pas cher, sans perdre le moindre homme. Il faut imaginer que l'investissement qui est vers l'Ukraine, c'est même pas un tiers de ce que Vous êtes en train de dire c'est inespéré pour eux? C'est même pas un tiers de ce que coûtait la guerre d'Afghanistan. La guerre d'Afghanistan, elle coûtait 20 milliards de dollars par mois. Là, l'Ukraine, c'est 6,7 milliards de dollars par mois. Donc c'est rien. Ils se payent l'armée russe pour que dalle. Ça coûte rien. Et ils vont pouvoir, une fois qu'ils auront fini avec l'armée russe, ils pourront totalement se réorienter vers la Chine. Image de Mariupol. On ne cesse de découvrir de nouveaux charniers. Oui, dans une longue enquête, on a Associated Press qui évoque donc ce chiffre de 25 000 morts à Mariupol, la ville détruite par l'armée russe, qui pourrait être 3 fois plus élevé en réalité que cette estimation. Et pour cela, eh bien, l'agence de presse s'appuie notamment sur les images satellites que vous voyez. Regardez, c'est le cimetière de Stary Krim en périphérie de cette ville. En haut, ces images datent du 29 mars. En bas, elles datent du 30 novembre dernier. Associated Press qui a donc calculé de manière minutieuse le nombre de nouvelles tombes depuis ces violents bombardements en mars, aidés par des experts, notamment en crime de masse, des archéologues. 51 500 mètres carrés de terre retournée, environ 2 tombes par mètre carré. Donc pour ce seul cimetière, il y aurait 8000 nouvelles tombes en quelques mois ajoutées aux autres cimetières de la ville. Cela ferait 10 300 nouvelles sépultures creusées à Mariupol, rien que depuis le mois de mars. Et c'est aussi une guerre des chiffres sur les victimes, mais dans les deux camps, que ce soit soldats russes ou soldats ukrainiens. Oui, c'est ça, l'Ukraine qui affirme avoir tué 100 950 soldats russes depuis l'invasion russe. Ce décompte qui est fait chaque jour par les forces armées ukrainiennes. Et donc, ce chiffre symbolique qui a été dépassé les 100 000, un chiffre qui a même été projeté sur les murs de Kiev. Alors, début décembre, le porte-parole de l'armée ukrainienne pour le front oriental évoquait entre 50 et 100 soldats russes tués par journée de combat, rien que dans la ville de Bakhmout. On est bien loin de l'estimation russe. Moscou fait de son côté état de quelques 6 000 tués dans ses rangs depuis l'invasion de la guerre, bien loin également du chiffre qui est avancé par les médias indépendants russes. 10 000 soldats morts ont été identifiés. Et du côté ukrainien, eh bien là aussi, on communique peu évidemment sur les pertes. Kiev a récemment évoqué quelques 10 000 tués, évidemment, pertes difficiles à estimer. Chiffres totalement macabres. Xavier Titelman, est-ce qu'on a une idée des victimes dans les deux camps? On peut faire des estimations qui sont un petit peu plus précises sur les Russes que sur les Ukrainiens, notamment parce qu'on dénombre les équipements qui sont perdus. On a pu prouver, photo à l'appui, géolocalisé, 8500 équipements russes qui sont perdus. Vous l'avez dit, 1600 chars, on a sur des chiffres incroyables. D'habitude, il y a un ratio où on est à peu près 8 morts par équipement perdu. Donc déjà, simplement en partant de ce chiffre, il y aurait 50 000, 60 000 Russes morts juste à partir de ce qu'on a pu récupérer en source ouverte. Et il y en a certainement beaucoup plus. Et on sait que dans les dernières offensives, il y a des offensives qui se font par de l'infanterie, à pied, sans équipement associé. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui meurent sans qu'il y ait d'équipement qui soit détruit. Donc les chiffres sont certainement 100 000, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais on est 60 000, 80 000, c'est tout à fait crédible. Malheureusement, côté ukrainien, ça doit être à peu près du même niveau. Certainement un petit peu moins, puisque l'armée qui réussit sa protection, donc c'est l'armée qui est à l'offensive et qui rate des offensives qui a le plus de morts. Une armée qui réussit des offensives, comme on l'a vu de la côté de l'Ukraine, et une armée qui s'effondre, comme on l'a vu autour de Izium, dans le nord, c'est elle qui va subir le plus de pertes. Donc très logiquement, on peut peut-être penser qu'il y aurait 50 000 soldats ukrainiens, 80 000, 100 000 soldats russes, c'est possible. Et au niveau des civils, on est certainement au-delà des 100 000 civils qui sont tués. Je vous rappelle que le responsable de la morgue de Mariupol a annoncé 85 000 morts sur Mariupol. 85 000 morts. Donc on est sur des chiffres, oui, on arrive à trouver 10, 15, 20 000 tombes, mais en réalité, les chiffres sont bien pires que ça. Et quand on voit les images de Mariupol, on ne peut pas ne pas faire le parallèle avec Hiroshima. Enfin, on a l'impression d'une ville complètement rasée, terrible. Poutine, lui, il croit toujours en l'avenir et en ses armes. Écoutez-le. Début janvier, la frégate Amiral Gorchkov sera en état de service avec de nouveaux missiles Zircon qui, je le répète,
n'ont pas d'équivalent dans le monde. Nous allons continuer à renforcer la capacité de combat de nos forces nucléaires, de la triade nucléaire. C'est quoi là? C'est l'espèce de course en avant de dire, on a l'impression d'avoir un Joseph Goebbels qui dit j'ai les armes de réprimande qui vont tout arranger, des armes magiques. Ouais, voilà, c'est ce qu'Hitler, avec les V1, V2, disait. Voilà. Mais vous remarquerez que dès qu'il est en position de faiblesse, il a reparlé du nucléaire. Des armes stratégiques, hypersoniques, l'arme nucléaire, anti-navire en plus. Il n'y a pas de marine face à lui. Voilà. Et ensuite, oui, c'est ça. Il dit bon, on a équipé une frégate avec tel missile de toute manière, et la belle affaire. Il y a 6000 missiles, il y a 6000 armes nucléaires en Russie. Qu'est-ce que ça change véritablement? Non, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la Russie, le seul domaine dans lequel elle reste une grande puissance, elle est déclassée à peu près dans tous les domaines militaires, économiques, etc., ça reste une grande puissance nucléaire. De facto, elle l'est. Ouais. Donc, en fait, le seul vecteur de puissance sur lequel il peut encore se glorifier, c'est le fait qu'il ait des vecteurs et qu'il va armer tel affaire. Et à chaque fois, il nous rappelle ça quand il est en mauvaise posture tactique sur le terrain. Oui, mais quand même, j'ai une question, moi, aux militaires. Quand on évoque ces missiles supersoniques Zircon, dans la stratégie, dans la communication, dans l'opinion publique, ça fait peur. Alors, est-ce qu'il y a un aspect opérationnel à ces missiles? Est-ce qu'ils sont d'une utilité sur le terrain ou pas? Les Zircon, on ne peut pas les arrêter, apparemment. Oui, mais c'est un missile anti-navire. Oui. Donc ça n'a aucun intérêt dans cette guerre. Donc effectivement, si demain on rentrait en guerre et qu'ils voulaient toucher une frégate française, effectivement, on ne peut pas arrêter un missile Zircon. Mais on n'est pas en guerre contre la Russie. L'Ukraine n'a, malheureusement pour elle, n'a pas de flotte, donc il n'y a absolument aucun problème. Ils annoncent ça pour dire heureusement qu'on a des super armes, mais finalement elles ne servent absolument à rien dans le cadre de cette guerre. Mais ça brille, c'est joli, c'est une force stratégique, il y a des armes nucléaires, il y a des armes hypersoniques qu'on ne peut pas arrêter, et on est en train de développer les mêmes. Oui. Mais au final, ça n'a aucun intérêt pour le gars sur le terrain qui n'a pas de radio, qui n'a pas d'équipement, qui n'a rien. Ce sont des armes politiques. Et à côté de ça, on apprend quoi tous les jours, parce qu'on vous en a fait écouter de nombreux de ces messages interceptés, que l'armée russe est dans un état lamentable, ce qu'on disait, et qu'il n'y a toujours pas assez de soldats. Il peut y avoir une nouvelle mobilisation en Russie Justement, Shoigu, il a dit qu'ils vont élever le nombre d'effectifs dans l'armée régulière jusqu'à 1,5 million de soldats. Et ils vont relever aussi l'âge l'âge limite de service militaire. Effectivement, ils veulent mobiliser plus. C'est une armée qui durera. Qui permettra de durer. C'est l'objectif. Voilà, qui permettra de durer, qui lui permettra de tenir le terrain et de régénérer petit à petit. C'est pour ça, moi, je crois à la mobilisation. Parce qu'en fait, il ne lui reste rien, sauf la masse humaine. Il a 145 millions d'habitants, il peut encore mobiliser... Mais est-ce que la masse va suivre ? Mais la masse, ça fait beaucoup. Mais c'est énorme, la masse. Et s'il mobilise 1 500 000 hommes, c'est 1 500 000 hommes de plus. Et puis, petit à petit, il va amasser la masse critique sur le terrain qui lui permettra de garder ses gains, ses 15% de territoire, desquels il n'a pas l'intention de s'en aller. C'est beaucoup. Il faudra lui botter les fesses et ça sera compliqué. Alors justement, réaction d'Igor Girkin, c'est un blogueur ultranationaliste russe. Bon, c'est un gars, je crois qu'il est monarchiste. Il était plus ou moins ministre de la Défense de la zone séparatiste DNR en 2014. Bon, donc il ne peut pas être suspecté d'être anti-russe, évidemment. Pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il critique l'armée. Allons-y. Si nos généraux continuent à se battre comme ils l'ont fait pendant 10 mois, alors nous risquons de perdre cette guerre. Si vous êtes toujours des experts pour vous asseoir au lac de Côme, où ils ont confisqué 2 de vos villas, alors bien sûr, je ne pourrai pas accéder au site. Mais je ferai bien sûr tout pour que vous n'ayez pas le temps de vous échapper si j'en ai l'occasion. C'est la seule chose que vous aviez réussi à faire avec votre discours aujourd'hui. Je vous en félicite. Xavier Titelman, il critique vertement l'armée russe, là. Lui, il a des constats qui sont assez froids et assez factuels, et il tire la sonnette d'alarme depuis assez longtemps en disant que l'armée russe ne va pas réussir, ne serait-ce qu'à atteindre ses objectifs, par exemple, qui était de prendre le Donbass. C'était le premier, au mois d'avril, qui disait « la Russie n'est pas en mesure de prendre simplement le Donbass ». Alors que là, à l'époque, tout le monde rigolait. Ici, on était quelques-uns déjà à expliquer effectivement que l'armée russe ne pouvait pas le faire, mais côté russe, il n'était pas du tout écouté. Sauf que depuis le début, il a quand même une analyse qui est assez factuelle. Le rapport de force où l'armée russe est aujourd'hui dépassée, il l'a annoncé à partir de cet été, et c'était factuel. Donc lui, finalement, il a plus ou moins la même lecture de la situation réelle, de la situation sur le terrain,
Sauf qu'il est du côté en face, et lui il dit, voilà ce qu'il faut faire pour se remonter. Il faut se réorganiser, il faut lever du monde, il faut que les généraux arrêtent de détourner de l'argent. C'est ce genre de discours qu'il a. Et là, aujourd'hui, il parle clairement de défaite de l'armée russe, qui est, d'après lui, prévisible si ça continue. Mais il se tire une balle dans le pied, là. Non, pas du tout. Il faut dire qui il est quand même, parce qu'il est condamné à perpétuité par la Haye, parce que c'est lui qui a abattu MH17, et sa tête est mise à prix à 150 000 € par les Ukrainiens. Donc du coup, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est pour ça qu'il se permet de dire ce qu'il veut. Et comme il n'a rien à perdre, du coup, aujourd'hui, c'est l'informateur numéro 1 des Ukrainiens parce qu'il dit la vérité. En fait, si on veut savoir la vraie situation au front, il faut l'écouter lui. Ouais, c'est intéressant. Écoutez le président Zelensky à l'instant, ce soir, vous savez, il communique tous les soirs. Intéressant, qu'est-ce qu'il dit? On va peut-être essayer d'aller chercher des soutiens partout autour du monde. Nous préparons l'intensification de la diplomatie ukrainienne dans plusieurs directions. La première concerne les pays dans lesquels notre influence est encore inférieure à ceux dont nous avons besoin en termes de sécurité nationale de l'Ukraine et d'intérêt de notre peuple. Tout d'abord, ce sont les pays d'Afrique et d'autres parties du Sud, comme l'Amérique latine, les pays asiatiques ou encore la région du Pacifique. Cela a un énorme potentiel économique, ainsi que des opportunités diplomatiques importantes. Par exemple, lors du vote à l'Assemblée générale des Nations unies pour des résolutions qui protègent notre intégrité territoriale et le droit international. Nous renforcerons la position de l'Ukraine. Intéressant, Xavier Titelman, ce qu'il dit. On va aller voir du côté de l'Afrique, de l'Amérique latine, c'est-à-dire autant de pays qui généralement s'abstiennent à l'ONU pour les faire changer d'avis. Alors, ils s'abstiennent plus réellement. Quand on regarde même des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme l'Inde, ont arrêté de protéger la Russie. Par exemple, quand il y a eu le vote très récemment, sur lequel on voulait que les biens pris aux oligarques russes soient utilisés pour reconstruire l'Ukraine. Eh bien, tous ces pays-là ont choisi de ne pas protéger la Russie et l'ont laissé tomber. Donc finalement, c'est en train de basculer. Mais qu'est-ce qu'ils ont voté alors contre? Alors, il n'y a pas eu assez de votes, parce qu'il y a quand même eu toujours le veto russe, mais néanmoins, ça ne passe pas, mais on voit quand même un basculement diplomatique. Après, c'est vrai qu'on a toujours cette erreur de dire, finalement, c'est le soutien de l'Occident. Le Maroc a fourni des morceaux de chars T-72, la Colombie a fourni des équipements, on voit des morceaux israéliens, on voit des chars, des blindés israéliens depuis le mois de novembre. La Corée du Sud, le Japon a fourni des équipements également. Donc c'est pas l'OTAN, c'est pas le bloc occidental. Il y a réellement une communauté internationale qui est en train de se réveiller au profit de l'Ukraine. Et quand on regarde le côté soutien également humanitaire, là, les Émirats, etc., il y a beaucoup d'autres pays qui ont fourni des équipements. Et on a même des équipements iraniens. On ne sait pas exactement de quelle manière. Bon. Alors là, ils jouent sur les deux tableaux. Ils ont certainement été interceptés par les Houthis qui ont fourni ça via Israël. Donc on a aussi des équipements qui sont assez étonnants. Mais on est en train d'avoir une internationalisation de l'armement au profit de l'Ukraine. Et ils vont essayer évidemment de l'accélérer.